Nous pensions être à la fin de la campagne. En réalité, nous étions au début de quelque chose de pire. À l'automne 1941, l'armée allemande est victorieuse. Elle a détruit des divisions entières. Elle a parcouru des milliers de kilomètres. Elle a gagné bataille après bataille. Et pourtant, quelque chose commence à se fissurer. La guerre, qui devait être courte, se prolonge. Et dans les rangs de la troupe ou des officiers, certains commencent à comprendre que le temps n'est plus un allié. Un soldat écrit à sa famille au mois de septembre 1941 « Nous avancions, mais nous sentions bien que nous n'allions pas assez vite. » Cette histoire n'est pas seulement celle d'une bataille, et ce n'est même pas encore celle de Moscou. C'est l'histoire d'un fantasme. L'illusion qu'une guerre moderne peut se gagner grâce à la supériorité stratégique et matérielle, en se soustrayant aux contraintes de la météo. À l'automne 1941, tout va se jouer sur une question simple. L'armée allemande peut-elle atteindre Moscou avant que l'hiver russe ne l'atteigne elle-même? Pour le Troisième Reich, ce qui commence là, c'est d'abord et avant tout une course contre le temps. Au printemps 1941, l'Europe est déjà en guerre depuis près de 2 ans. La France a été vaincue, la Grande-Bretagne est seule. Adolf Hitler est convaincu que le moment est venu d'abattre son dernier grand adversaire continental, l'Union soviétique. À Moscou, personne ne peut croire à une guerre totale. Staline a manœuvré pour avoir du temps en signant en 1939 un pacte de non-agression avec le Reich hitlérien. Il est confiant. Il a tort. Car ce qui se prépare alors n'est pas une campagne de plus, c'est une guerre d'anéantissement. Le 22 juin 1941, sans déclaration de guerre, plus de 3 millions de soldats allemands et de leurs alliés franchissent la frontière soviétique. C'est l'opération Barbarossa, Barberousse. Jamais une invasion d'une telle ampleur n'a été lancée. Jamais une ligne de front aussi longue n'a été embrasée en une seule nuit. Pour Hitler et l'état-major allemand, cette guerre doit être rapide, décisive et surtout terminée avant que l'hiver russe ne frappe. Dans les premières semaines, tout semble confirmer cette certitude. Les unités soviétiques sont surprises, désorganisées, parfois encerclées par dizaines de milliers. À Minsk, à Smolensk, des poches entières s'effondrent. Pour beaucoup de soldats allemands, la guerre paraît déjà gagnée. Hitler jubile. Pour lui, c'est sûr, l'armée soviétique qui a perdu plusieurs millions d'hommes est brisée, au bord de l'effondrement. Nous pensions que la guerre serait terminée avant Noël, écrit dans son journal un soldat allemand à l'été 1941. Mais à mesure que l'armée allemande avance, une réalité s'impose lentement. Les soviétiques disposent d'un atout, la profondeur stratégique. Le territoire à conquérir n'est pas un champ de bataille classique. Il est vaste, profond, sans limites évidentes. Chaque victoire tactique éloigne un peu plus les soldats allemands de leur base. Chaque kilomètre gagné complique le ravitaillement. Car une armée moderne ne se nourrit pas seulement de victoires. Elle vit de carburant, de munitions, de nourriture. Et plus l'été avance, plus les lignes vitales de l'armée allemande s'étirent. Un officier de la Wehrmacht écrit « Les troupes étaient victorieuses, mais déjà fatiguées ». L'opération Barbarossa devait obliger Staline à demander la paix après l'annihilation de ses troupes à l'ouest. Très vite, une question cruciale divise le commandement allemand. Où frapper en priorité? Faut-il achever Leningrad, dont le siège concentre les troupes du groupe d'armées Nord? Le groupe d'armées Centre pourrait atteindre Moscou, mais cela créerait un saillant qui le rendrait vulnérable sur ses flancs. Faut-il s'emparer des mines et des champs de blé de l'Ukraine? Hitler a l'œil rivé sur la région du Donbass et ses ressources. Il ne considère d'ailleurs pas Moscou comme un objectif majeur et ordonne au Panzergruppe II de Guderian de quitter le sud du groupe d'armées Centre pour soutenir l'attaque du groupe d'armées Sud sur Kiev.
La ville tombe finalement le 26 septembre. 4 armées soviétiques, près de 500 000 hommes, y ont été piégés et faits prisonniers. Mais 3 semaines ont aussi été perdues. Les débats sur les objectifs ralentissent la prise de décision, écrit le général Franz Halder, chef d'état-major adjoint de la Wehrmacht, dans son journal de guerre au mois d'août 1941. Et Halder a d'autant plus raison que les convictions des stratèges allemands, et notamment d'Adolf Hitler, reposent sur une erreur majeure. Ils sous-estiment la capacité soviétique à encaisser les pertes, déplacer les usines, à transformer la profondeur du territoire russe en atout stratégique et surtout à mobiliser de nouvelles forces. D'ailleurs, ce que les services de renseignement allemands ignorent, c'est qu'une partie du destin du Reich sur le front de l'Est va se jouer ailleurs, au Japon. C'est là qu'un espion, Richard Zorg, à la solde de Moscou et opérant sur le sol nippon, a assuré Staline que l'empereur n'attaquerait pas l'Union soviétique. Au territoire russe, Tokyo préfère la zone pacifique. Son ennemi, ce sont les États-Unis. L'autre donnée essentielle de l'offensive allemande de cette fin d'été 1941, c'est le temps et la météo. Dans l'esprit de quelques officiers lucides, une inquiétude commence à poindre. Que se passera-t-il si la guerre n'est pas terminée avant l'hiver? Nous avancions, mais quelque chose nous disait que nous n'allions pas assez vite, écrit un soldat allemand au début du mois de septembre 1941. C'est vrai qu'à la fin de l'été, l'armée allemande a remporté des victoires immenses. Les Russes ont perdu des millions d'hommes, mais ils résistent toujours. Dès lors, comment contraindre Staline à demander la paix? Comment donner le coup de grâce à l'armée rouge? Pour Hitler, il n'y a qu'une solution. Il faut prendre Moscou. Le Führer est confiant. À certains de ses généraux, il aurait même confié son intention de raser la ville et de la transformer en un immense lac. Moscou n'est pas seulement une capitale, c'est le centre nerveux de l'Union soviétique, un nœud ferroviaire vital, le cœur administratif du régime. Dans l'imaginaire militaire allemand, la prise de Moscou équivaut à la chute de l'État soviétique. Une équation simple, trop simple, qui a pourtant les faveurs de soldats allemands épuisés par plus de 2 mois de campagne à l'Est. Moscou était perçue comme la clé de toute la guerre. Nous pensions que la prise de Moscou signifierait la fin de la guerre. Témoigneront plus tard des officiers de la Wehrmacht. Seulement voilà, Moscou ne faisait pas partie du plan Barbarossa. Sa prise n'avait pas été prévue par les stratèges allemands qui pensaient que le régime soviétique serait tombé bien avant, en même temps que l'armée rouge. Le groupe d'armées centre, dirigé par von Bock, est la formation la plus puissante de la Wehrmacht. C'est ce groupe qui a infligé les coups les plus sévères aux soviétiques depuis le début de l'invasion. C'est aussi celui qui se trouve dans la meilleure position sur le front de l'Est. Le 15 septembre 1941, c'est donc lui qui se voit attribuer la lourde tâche de s'emparer de la capitale russe. L'ordre de bataille du groupe d'armées centre mobilise 3 armées. Au nord, la 9e armée du général Adolf Strauss, ayant à sa disposition le Panzergruppe 3. Au centre, la 4e armée du Feldmarschall Günther von Klug, composée des 9e, 7e et 20e Army Corps et du Panzergruppe 4 du général Hoppner. Enfin, au sud, la 2e armée du général Maximilian von Weichs, composée des 13e, 53e et 63e Army Corps et surtout du Panzergruppe 2 du général Guderian. En tout, près d'1 million d'hommes, plus de 1700 chars et 14 000 pièces d'artillerie. Avec ses 549 appareils, dont 158 bombardiers et 172 chasseurs, la Luftflotte 2 soutiendra une offensive dont le mouvement général se développera sur 3 axes et devra pour cela parcourir plusieurs centaines de kilomètres. Elle devra tout emporter sur son passage. Nom de code Typhoon, typhon en français. Une appellation qui sonne déjà comme un vœu pieux.
De leur côté, les Soviétiques ont improvisé une première ligne de défense entre Rej, Vyazma et Briansk. La seconde, dite ligne Mojaïsk, s'étend de Kalinin à Kalouga. Enfin, une troisième zone, bientôt formée de 3 lignes successives, forme le secteur de défense de Moscou. Mais que pourra faire l'armée rouge, saignée à blanc au cours de l'été? Le front est tenu par 800 000 soldats soviétiques et 770 blindés souvent obsolètes, appuyés par 7 600 canons et 936 avions. 12 divisions d'infanterie sont constituées de volontaires de la région de Moscou. Ce sont les opolchteniers, des ouvriers et des étudiants sans grande valeur combattante. Mais Staline sait que Moscou sera la prochaine cible. Mettant à profit les renseignements de Richard Zorg, qui lui certifie que les Japonais n'attaqueront pas à l'Est, il fait rapatrier en toute hâte des divisions d'Extrême-Orient. Les Sibériens viennent à la rescousse, certes, mais arriveront-ils à temps? Nous savions que chaque heure comptait, écrit dans son journal un soldat soviétique. Pas sûr toutefois que cela suffise à enrayer la formidable machine de guerre allemande. Le 30 septembre 1941, Guderian est le premier à lancer ses panzers au sud du dispositif. Le temps est magnifique. Malgré la résistance des défenseurs soviétiques, les chars allemands s'engouffrent dans la moindre brèche, surprennent des convois, sèment la terreur. Les lignes soviétiques cèdent. En 2 jours, les blindés de Guderian progressent de 200 km. Le 2 octobre, selon le plan de l'opération Typhon, la 4e et la 9e armée se mettent en branle à leur tour. Le 3 octobre, la 4e division de Panzer de Guderian parvient à Orel. Dans le même temps, au nord, les 6e et 7e divisions de Panzer débutent l'encerclement de Vyazma, ville située sur l'autoroute entre Smolensk et Moscou, alors qu'au sud, la 10e division de Panzer fait de même. Entre le 3 et le 7 octobre, à Briansk et Vyazma, 6 armées soviétiques sont prises au piège. Ça n'est fini des troupes soviétiques du front de l'Ouest. L'encerclement paraissait total. La victoire semblait acquise, écrit un officier de la Wehrmacht. Peu de temps après le début de l'offensive, Hitler déclare « Après 3 mois de préparation, nous avons enfin la possibilité d'écraser notre ennemi avant l'arrivée de l'hiver. Tous les préparatifs ont été faits. Aujourd'hui commence la dernière bataille de l'année. » Pourtant, dès le début des opérations, de nombreuses contre-offensives soviétiques massives retardent l'avancée allemande. La plupart sont inopérantes, mais certaines attaques font mouche. Le 5 octobre, au sud, près d'Orel, les tout nouveaux T-34 de la 4e brigade blindée attaquent le flanc de la 4e division de Panzer, dont elle décime les formations de Panzer IV. Dissimulés dans les bois, les T-34 ont attendu que la progression allemande soit bloquée par les fusiliers de la garde. C'est à cette occasion que les Allemands découvrent que le T-34 soviétique est capable de résister à la plupart des canons allemands. Guderian écrira « Nos Panzer IV avec leurs canons courts de 75 mm ne pouvaient détruire un T-34 qu'en touchant le moteur par l'arrière. » Pour soutenir la 4e division de Panzer, la Luftflotte 2 doit lancer 1400 attaques aériennes. Le 6 octobre, un événement anodin au premier abord était survenu. Les premières chutes de pluie trempent la campagne russe et transforment les chemins poussiéreux en bourbiers. Le lendemain, 7 octobre, von Bock donne l'ordre de résorber les poches de résistance puis de foncer vers Moscou. Militairement, le succès allemand est jusque-là des plus spectaculaires. Mais sur le terrain, la réalité paraît plus complexe. D'abord parce que les Soviétiques, pris au piège, ne se rendent pas. Nous étions encerclés, mais nous continuions à nous battre, écrit dans son journal un soldat de l'armée rouge. Ensuite, parce que chaque poche de résistance doit être réduite. Il faut la nettoyer, combattre chaque groupe isolé.
Entre 18 et 28 divisions allemandes seront ainsi mobilisées pendant plusieurs jours. Et chaque journée de combat, à Vyazma ou à Briansk, est une journée de moins pour atteindre la capitale russe. Un officier allemand dira « Chaque encerclement était une victoire, mais aussi un retard. » En clair, l'armée allemande enchaîne les victoires tactiques, mais elle consume son énergie, ses munitions et son temps. Pourtant, ironie de cette bataille, au moment où la Wehrmacht referme les poches, la route de Moscou est virtuellement ouverte. L'état-major soviétique est totalement perdu. Ordres et contre-ordres pleuvent, rendus inutiles par la progression rapide des panzers. Depuis le début de l'offensive allemande, les officiers sont incapables d'évaluer la position de l'ennemi, dont les chars avancent encore trop vite pour eux. À Moscou, Staline enrage contre ses généraux qu'il juge responsables du désastre en cours. Pourtant, c'est bien lui, aidé de ses commissaires politiques, qui, pendant la terreur entre 1937 et 1938, a fait déporter 1 million de citoyens soviétiques et en a fait fusiller 750 000, dont de 20 000 à 35 000 officiers. C'est bien Staline qui a décidé de garder certains des plus dociles généraux et les moins capables de faire face à une guerre moderne, comme le général Boudjenny, le commandant du front de réserve en 1941, qui annonçait dès 1940 que la cavalerie rouge suffirait à repousser l'envahisseur. Heureusement, un autre général rescapé des purges staliniennes va sauver la situation. Cet homme, c'est le chef de l'état-major général depuis janvier 1941, le général Djoukov. Ce fils de paysan, né en 1896, sous-officier au cours de la Première Guerre mondiale, a rejoint l'armée rouge dont il a gravi tous les échelons. Dès le 7 octobre, Djoukov, que Staline a envoyé pour mobiliser le front de réserve, se met en quête du général Boudjenny, d'abord en vain. Mais après avoir roulé toute la nuit, il le retrouve enfin, totalement désemparé. Dans les heures qui suivent, Djoukov fonce de secteur en secteur, mesurant l'ampleur de la désorganisation. Les unités ignorent totalement où se trouvent les forces ennemies. Heureusement pour l'armée rouge, le 9 octobre 1941, la météo se dégrade encore. La pluie arrive à la rescousse. Les panzers ralentissent devant la boue. La Rasputitsa s'annonce et les Allemands, déjà épuisés par la campagne, s'éloignent de plus en plus de leur base de départ. À Moscou, le Kremlin planifie quand même le démontage des usines et la destruction des infrastructures. Le 10 octobre, à 17h, le petit père des peuples nomme Djoukov commandant du front de l'Ouest. Pour défendre Moscou, ses premiers ordres consistent à engager le front de réserve sur la ligne de défense longue de 300 km entre Kalinin au nord et Kalouga au sud. Von Bock, lui, ordonne aux Panzergruppen 3 et 4 de foncer vers Moscou. La deuxième Panzerarmée progressera par le sud. La course se poursuit. Les Russes demeurent en mauvaise posture, d'autant que les défenses provisoires sont incapables d'arrêter les blindés de la Wehrmacht. Les champs de mines n'ont pas été terminés à temps et la majorité des bunkers sont constitués de terre et de bois. Von Bock, le commandant du groupe d'armée centre, en est sûr. L'armée rouge est balayée. Staline n'a plus de réserve. Les Russes ne peuvent plus défendre Moscou. Comment lui donner tort? En une poignée de jours, les Soviétiques ont déjà perdu un demi-million d'hommes, blessés, tués, disparus ou faits prisonniers. Quelle armée pourrait survivre à une telle saignée? L'optimisme est tel qu'Hitler exprime le désir de se rendre dans la capitale russe pour assister au défilé de la victoire sur la place rouge. Sur l'immense champ de bataille, le ressenti de la troupe est tout autre, car après les pluies et les premières neiges de ce début d'automne, la boue s'est installée durablement. Dans son livre « Lieutenant de Panzer », Auguste von Kageneck de la 9e division de Panzer, 19 ans en 1941, écrira « Nous faisions tirer nos voitures, nos canons, nos cuisines roulantes par nos chars et par des tracteurs pris aux Russes. Mettre un pied devant l'autre demandait un effort surhumain. En octobre 1941,
la distance entre le premier char et le dernier camion de ravitaillement de notre division était de quelques 300 kilomètres. Impossible de faire parvenir les munitions, le ravitaillement, le courrier à la troupe. La guerre mourait doucement. Les images qui trottent dans la tête des officiers allemands ressemblent étrangement à celles de la retraite de Russie de 1812. Le capitaine Hans von Lück de la 7e division de Panzer écrira « Nous sentions la catastrophe arriver. Le destin de la grande armée de Napoléon était dans tous les esprits. » Mais même s'ils ne parviennent plus qu'à parcourir 5 à 8 km par jour, les Panzers progressent. Le 13 octobre, des éléments de reconnaissance allemands sont à une centaine de kilomètres de Moscou. Les blindés du 4e Panzergruppe du général Hoppner bousculent l'extrémité sud de la ligne Kalinin-Mojaisk-Kalouga. Kalouga tombe le 14 octobre. Les Russes ne disposent plus que de 90 000 hommes. Zhukov décide alors de concentrer ses forces sur 4 points stratégiques. Volokolamsk, Mojaisk, Maloya-Roslavets et Kalouga. Mais la plupart des contre-attaques soviétiques semblent inefficaces. Moscou est menacé et dans la capitale russe, c'est la panique. Le 13 octobre au soir, 78 wagons évacuent la totalité du théâtre du Bolchoï, décors et fauteuils inclus. L'administration et le corps diplomatique sont évacués vers Kuibitchev, à 900 km vers l'est. Le métro ne fonctionne plus et même la Pravda ne paraît plus. Dans les rues de la ville, la rumeur enfle, Staline s'est enfui. Les moscovites, qui entendent désormais le son du canon depuis la place rouge, tentent de fuir. Une habitante dira « Nous ne savions pas si Moscou serait défendu ou sacrifié. » Les fonctionnaires restés en poste brûlent les archives. Mais malgré cette ambiance de fin du monde, rapidement, les cadres se ressaisissent. Zhukov proclame la loi martiale sur les territoires qu'il contrôle comme gouverneur militaire de Moscou. Le couvre-feu est instauré, les classes 1921, 1922 et 1923 sont mobilisées et surtout, Staline annonce officiellement qu'il ne souhaite pas quitter le Kremlin. Olga Sopojnikova, une ouvrière d'une usine textile de la capitale, témoignera « Cette nuit-là, nous avons eu le sentiment que les Allemands pouvaient apparaître dans la rue à tout moment. Mais cela ne s'est pas passé. Le lendemain matin, toute l'usine était minée. Il suffisait d'appuyer sur un bouton et le combinat entier aurait explosé. Et puis nous avons reçu un appel des représentants du président du conseil municipal de Moscou et ils nous ont dit « Ne faites rien exploser ». Le même jour, il a été annoncé que Staline était à Moscou et l'ambiance a immédiatement changé. Maintenant, nous étions sûrs que Moscou ne se rendrait pas. Moscou ne sera donc pas abandonnée, elle sera défendue par l'armée, par les civils, par une mobilisation totale. Les usines ont été transformées en complexes militaires. Une usine automobile produit désormais des pistolets mitrailleurs. Un horloger s'est mis à assembler des mines. Une fabrique de chocolat prépare des rations destinées à la troupe. Mais la situation demeure tendue car la capitale reste sous la menace des divisions de Panzer. À l'intérieur et autour de Moscou, 8000 km de tranchées sont creusées par 250 000 femmes et adolescents. 3 millions de mètres cubes de terre auraient ainsi été déplacés à la pelle, sans aide mécanique. Dans son livre « La guerre n'a pas un visage de femme », le prix Nobel de littérature 2015, Svetlana Alexievitch, publie le témoignage d'une de ces femmes. Elle lui confiait « Nous creusions jour et nuit, les mains saignées, mais personne ne s'arrêtait. » Des positions anti-chars sont aménagées dans l'urgence, des lignes de défense se superposent. Cette mobilisation n'est pas seulement militaire, elle est psychologique. Moscou devient un symbole, et ce symbole ne doit pas tomber. Pourtant, l'étau se resserre. Dans le prochain épisode, l'offensive de la dernière chance, réussite, échec, Moscou, si proche et si loin, l'installation de l'hiver russe et la contre-offensive de l'armée rouge.